Et sur ce plateau, Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aussi, vous êtes député NUPES, vous avez été élu hier dans l'Essonne, vous êtes issu de la France Insoumise, oui. incarné par Jean-Luc Mélenchon. Et voilà donc les socialistes, les écologistes et les communistes qui refusent net et sans attendre la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'un groupe NUPES unique à l'Assemblée. Que répondez-vous, que leur répondez-vous et que répondez-vous à notre autre invité qui vient d'expliquer les raisons pour lesquelles elle refuse? Moi, je pense qu'il faut regarder la situation politique. Aujourd'hui, on est en train de nous vendre que la première force d'opposition serait le Rassemblement national. Ce n'est pas le cas. La première force d'opposition issue des urnes, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Or, avec le système que nous avions prévu effectivement avant l'élection législative, eh bien, nous serions réduits chacun à nos partis respectifs. C'est un peu dommage. Ça donne une impression qui est différente de celle qui est la situation réelle du pays, à savoir que la NUP est la première force d'opposition du pays. La proposition de Jean-Luc Mélenchon, moi, elle me paraît permettre de faire en sorte que tout le monde comprenne bien que la NUP est le premier groupe d'opposition et ne pas laisser cette place-là au Rassemblement national. Et je vais vous dire, on n'avait pas discuté spécialement, mais je suis complètement... manifestement, c'est un peu le problème d'ailleurs. Il n'y a pas eu de discussion, sûr, il y a eu une intervention de Jean-Luc Mélenchon devant les caméras et les alliés ont découvert en quelque sorte cette proposition. Bien sûr, mais moi je dis à nos alliés qu'il faut aussi être fin sur la situation politique. Justement, le problème est que en ce moment, on est en train de nous dire que la première force d'opposition, c'est le Rassemblement national. Il faut mettre un coup d'arrêt à cette idée-là. La proposition de Jean-Luc Mélenchon, elle a cet avantage-là de rappeler que la NUP est le groupe d'opposition le plus important à l'Assemblée nationale. Et moi, je vais vous dire, hier, j'ai été donc élu député de la 10e circonscription de l'Essonne, et dans mon discours auprès des gens qui ont fait campagne avec moi, j'ai dit ça. J'ai dit, ce soir, je ne suis pas un député de la France Insoumise, je suis un député de la nouvelle Union populaire. Parce qu'autour de moi, il y avait des insoumis, il y avait des socialistes, il y avait des communistes, il y avait des écologistes, et on était tous ensemble et on fêtait une victoire tous ensemble. Et je pense que c'est cet esprit-là qu'il faut savoir garder. Et moi, je me garderais bien de dire quoi que ce soit qui puisse donner l'impression qu'il y aurait entre nous la moindre faille possible dans l'unité que nous avons formée dans cette élection. Gabriel Siry, je me retourne vers vous. Vous avez entendu Antoine Léaumont. En quelque sorte, au nom du bien commun de la NUP, il faudrait songer à un groupe unique. Non, mais je pense que l'analyse n'est pas exacte parce qu'en réalité, on a bien vu pendant cette campagne qu'il y a une repolarisation entre justement la gauche et LREM qui a été permise par la NUP alors qu'il n'y a jamais été question de former un groupe unique. Donc je pense que pour incarner cette opposition, il faut continuer de faire exister la pluralité des identités, et ça a été très bien dit d'ailleurs par Antoine Léaumont, c'est parce qu'il y a ces socialistes, ces écologistes, ces communistes, ces insoumis qu'on va réussir à être plus fort et à représenter beaucoup plus largement les électeurs de gauche. C'est bien l'enjeu aujourd'hui. Je suis persuadée que s'il y a un groupe unique qui est incarné par une seule personnalité issue d'un seul parti, on se prive tout simplement de liens et on se prive de représenter toute une partie des gens qui ont voté pour nous. Et j'ajouterais en outre qu'en termes d'efficacité, là on a parlé politique, mais en termes d'efficacité, c'est pas une bonne idée non plus, parce qu'avoir 4 groupes, ça permet d'avoir plus de temps de parole, ça permet d'avoir plus de moyens, ça permet d'avoir plus de niches parlementaires. Donc au contraire, au nom de l'efficacité politique et d'une opposition qui soit la première opposition et ne pas la laisser au RN, il faut au contraire rester sur l'idée de l'intergroupe et ne pas former ce groupe unique. Ça fait un certain nombre de désaccords quand même, Antoine Léaumont. Je ne pense pas que ce soit des désaccords, parce que je pense qu'avec Gabriel, on partage l'objectif politique qui est celui d'une représentation la plus précise possible et la plus forte possible de cette nouvelle Union populaire à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a entre nous une petite divergence de méthode. Nous pensons qu'un groupe uni aurait cette force-là. C'est une proposition. Hein. Des propositions, ça s'accepte, ça se refuse. Voilà, c'est une proposition. Mais elle vous répond que 4 groupes, plus de temps de parole, plus un caractère plus audible. Par ailleurs, c'est exact. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avions prévu dans notre accord de faire en sorte qu'il y ait la représentation de l'ensemble de ces groupes-là. Maintenant, moi, encore une fois, j'essaye de regarder la situation, la lecture de cette élection, parce que la lecture d'une élection, c'est toujours un enjeu politique. C'est pas neutre. On peut dire, hier soir, on pouvait dire le Rassemblement national est le premier parti d'opposition, mais par contre, la NUP, c'est la première force d'opposition. Et les mots ont leur sens dans ces choses-là. Et justement, ce que ça matérialiserait d'avoir un groupe uni, c'est qu'il y a ce groupe NUPS qui est la première force d'opposition. Et par ailleurs, puisque on parle d'ores et déjà de dissolution, hein, il y a une petite musique qui commence à pointer dans la majorité sur cette assemblée ingouvernable qui va exiger par la force des choses une dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que vu que les électeurs nous ont fait confiance à un certain nombre d'entre nous
dans cette unité que nous avons formée, je pense qu'il faudrait respecter ça parce qu'il faut se préparer à d'éventuelles batailles politiques nouvelles et je pense qu'on sera plus fort pour les mener tous ensemble. Et alors, je vous pose la question à tous les deux et je me tourne vers vous d'abord, Gabriel Siriwari. Comment vous estimez pouvoir vous mettre d'accord après ce refus adressé à Jean-Luc Mélenchon? Mais c'est le principe de l'intergroupe. Effectivement, vous l'avez dit, les autres forces politiques qui composent la NUP refusent la proposition. Donc c'est que manifestement, ça ne correspond pas à l'esprit de la coalition qui a été formée. Et donc à partir de là, il faudra discuter. Mais je pense que si on veut réussir à incarner cette opposition, cette première force de gauche, première opposition à Emmanuel Macron aujourd'hui, il faut savoir aussi écouter les réactions et les sensibilités différentes qui forment cette coalition. Vous avez un petit sourire en disant cela. Est-ce que vous l'adressez à Jean-Luc Mélenchon? Je m'adresse à tous ceux qui regardent aujourd'hui et je pense que c'est assez évident qu'on aura à discuter et j'appelle plutôt aujourd'hui à ce qu'on se mobilise collectivement pour les combats qu'on devra porter ensemble et qui ont été ceux de cette campagne, opposition à la retraite à 65 ans, etc., plutôt que de commencer à se chamailler sur la méthode, alors qu'encore une fois, on sera plus audible et c'est ce qu'a dit Antoine aussi, on sera plus audible si on a 4 groupes. Je pense qu'au final, on est d'accord sur le fond, c'est-à-dire notre objectif commun est de faire en sorte d'incarner cette première force d'opposition. Je pense que nous, notre objectif est de mettre un terme à cette petite musique qui dirait que le Rassemblement national est la première force d'opposition. C'est pas le cas. Et par ailleurs, puisqu'on a parlé beaucoup de la Commission des finances, de la présidence de la Commission des finances, moi je veux rappeler à nos téléspectateurs que c'est pas le premier parti ou le premier groupe d'opposition qui obtient d'office la présidence de la Commission des finances. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est un vote qui se fait sans le groupe majoritaire. Voilà ce qui se passe. Donc, ce vote se faisant sans le groupe majoritaire, le groupe le plus important étant l'intergroupe le plus important étant la nouvelle Union populaire écologique et sociale, par la force des choses, nous revendiquons, nous, si vous arrivez à vous mettre d'accord sur un candidat unique. Honnêtement, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à se mettre d'accord. Ça paraît pas une évidence aujourd'hui. Parce qu'il faut discuter, mais c'est le fait de toute alliance de ce type-là. Il faut discuter, il faut échanger. Mais encore une fois, vous n'avez pas discuté là avec les autres avant de leur parce que c'est pas la même demander. C'est pas la même situation politique. Là, à mon sens, mais moi je partage totalement Jean-Luc Mélenchon fait une proposition. On a encore le droit de faire des propositions. Il fait une proposition aux médias au lieu de la faire à ses alliés. Il fait une proposition publique parce qu'il place cette proposition sous le regard de l'ensemble des électeurs en disant voilà ce que il me semble on pourrait faire. Et Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas très respectueux de ses alliés. Si précisément, c'est précisément respectueux de à la fois nos alliés et de nos électeurs, puisque nos électeurs nous ont fait confiance pour nous mettre d'accord sur un programme partagé et que ce programme partagé inclut aussi la liste de nos désaccords politiques. À l'intérieur de notre programme partagé, vous avez 650 mesures et vous avez 30 ou 33, je ne me souviens plus, propositions sur lesquelles on a des petits désaccords. Bon, là, c'est une question en réalité stratégique qui est en train de se poser. Nous faisons cette proposition. Je comprends qu'elle ne fait pas l'unanimité a priori, mais néanmoins, j'invite aussi ceux qui nous ont dit d'abord un nom un peu rapide à regarder quelle est la tonalité, quelle est la lecture de cette élection, parce que je pense que ça pourrait être utile. Antoine Léaumont, parce que Christian Jacob, qui incarne et préside la droite républicaine, les Républicains s'expriment à l'issue d'une réunion. Très clair, nous sommes dans l'opposition, au gouvernement et à Emmanuel Macron, que nous avons combattu pendant ces élections législatives, et nous resterons bien évidemment sur cette ligne. Donc il n'est pas question ni de pacte, ni de coalition, ni quelque accord de quelque nature que ce soit. En revanche, nous conduirons, comme nous l'avons toujours fait, en opposition responsable, c'est-à-dire en étant force de proposition sur chacun des textes qui seront proposés et nous présenterons soit avant la fin de l'été, soit à l'automne, une série de propositions sur les différents sujets qui sont les sujets de préoccupation des Français au quotidien, que ce soit sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la santé, sur l'immigration, sur l'éducation nationale. Est-ce que vous diriez que Jean-François Copé est isolé dans sa position ? Non,
On a eu un débat très sain tout à l'heure et la position que je vous donne là est quasi unanime, ultra majoritaire, si on peut dire. Jean-François Copé est seul sur sa ligne ou on a d'autres? Non, mais je crois qu'il y a aussi des points de rapprochement. En revanche, il n'est pas question ni d'impact avec le gouvernement, ni d'une coalition de quelque nature que ce soit. Nous sommes en opposition à la fois à En Marche, au Rassemblement national et à l'extrême gauche, et nous restons sur cette ligne-là. Quand vous dites des propositions, ça veut dire des propositions de loi? Oui, c'est des propositions de loi que nous ferons en accord avec le groupe du Sénat et nous allons préparer ça très rapidement. Mais déjà, dès maintenant, sur tous les sujets d'actualité, et celui qui est le plus pressant et préoccupant aujourd'hui, c'est celui du pouvoir d'achat. Donc nous avons un certain nombre de propositions qu'on a pu débattre d'ailleurs pendant la campagne. Est-ce que vous redoutez, M. Jacob, que cette ligne ne soit pas suivie par tous les 69 députés élus LR? Non, je ne crains rien dans ce domaine. Et nous aurons nous aurons demain un bureau politique où nous évoquerons cela à nouveau. Ces 69 députés seront dans le même groupe? C'est 62 députés à ce stade. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres. Si c'est une information, je la prends avec plaisir. Avec les députés unis? Écoutez, ça, c'est la position LR. Nous sommes LR. Là. Et LR, c'est 62 députés. Est-ce que vous redoutez que, à terme, le groupe puisse être fracturé en deux? Non. J'ai aucune crainte de cette nature. Nous avons fait campagne ensemble et nous restons soudés sans aucune difficulté. Ça a été difficile de faire rentrer tout le monde dans le rang? Non, parce que je crois que la position que j'avais exprimée hier soir avait été reçue très favorablement par l'immense majorité à la fois de nos parlementaires et de nos dirigeants. Sur le pouvoir d'achat, vous nous parlez de propositions à l'été, mais le texte de la majorité va arriver avant. Ça veut dire que ce sera non pour vous? Écoutez, ça va être le travail de nos deux groupes parlementaires. Nous allons mettre en avant 4 ou 5 points durs. Et ensuite, c'est au gouvernement, la balle, vous savez, c'est au gouvernement de prendre en considération ce qui s'est passé au moment du vote. Jamais un gouvernement n'était aussi faible, jamais un président de la République n'a été aussi fragilisé, avec toute la difficulté qui était la sienne de définir une ligne politique. D'ailleurs, on l'a vu hier au discours de la Première ministre. Est-ce que, comme Valérie Pécresse, vous pensez qu'Emmanuel Macron doit changer de Premier ministre? Ça, c'est le rôle du président de la République. C'est à lui de... Vous savez, le Premier ministre est nommé par le président de la République et il est responsable devant le Parlement. Donc, c'est sa décision. La seule manière pour vous de travailler... Non, je ne sais pas. Non, je ne sais absolument. Non, je ne sais absolument. Vous savez, on a l'habitude des discours de M. Macron et de la réalité qui est bien souvent très éloignée. Donc, j'ai aucune idée de ce qu'il y aura dedans. Un retraité à 65 ans, c'est l'un des textes, par exemple, que vous pourriez... Écoutez, j'ai cru comprendre que ce n'était pas à l'ordre du jour tout de suite, mais c'est un sujet sur lequel nous avons, nous, des propositions très claires et sans ambiguïté. Vous attendez une initiative de la part de la politique, ils ont entendu quelque chose, un geste particulier envers les Républicains? Écoutez, le geste, il avait 5 ans pour le faire, en agissant de manière responsable. Il a fracturé le pays comme jamais. Il a instrumentalisé les extrêmes. Et aujourd'hui, il a mis effectivement la France dans la situation que l'on connaît. C'est de maintenir un rapport de force? Non, nous sommes, encore une fois, force de proposition, c'est-à-dire dans une opposition résolue, mais responsable. Est-ce qu'il doit changer de Premier ministre? C'est sa décision, c'est sa responsabilité. Il est président de la République, il a nommé. Ce qui aurait été logique, c'est que la Première ministre, après le résultat des élections, dépose sa démission. Bon, on ne l'a pas fait, mais c'est la responsabilité du président. Mais je ne suis pas président de la République, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. La NUPES de Jean-Luc Mélenchon montre des premiers signes de fragilité, des premiers signes de division cet après-midi. Comment vous analysez cette situation? Écoutez, la NUPES est un artifice de communication, on le sait bien, parce qu'on connaît toutes les différences de sensibilité qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu des contacts entre la majorité et les Républicains? Est-ce que vous avez été contacté? Absolument aucun. Et est-ce que vous craignez des tentatives de débauchage en cas de remaniement? Écoutez, je pense qu'en matière de débauchage, tout ce qui devait être fait a été fait. Je suis plutôt... j'ai pas beaucoup d'inquiétude. Vous savez, avec les députés qui sont élus aujourd'hui, je pense que personne n'est sur cette ligne. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que votre position est tenable pendant 5 ans? Oui, je pense qu'elle est tenable, mais non seulement elle est tenable, mais je pense qu'elle pourra être confortée. On le verra
aux prochaines échéances électorales. Mais nous sommes, encore une fois, sur une ligne qui est la nôtre. C'était très difficile, après avoir fait moins de 5% au présidentiel, de remonter. Aujourd'hui, on est à 13,5%. C'est une remontée très importante. Il était difficile d'aller au-delà, bien évidemment. Sur la confiance, est-ce qu'il y aura une consigne de vote? Si un député, par exemple, du groupe LR vote la confiance, est-ce qu'il y aura une décision, potentiellement une exclusion? Écoutez, j'attends déjà de voir si le président de la République va demander un vote de confiance. Un président de la République qui n'est pas capable d'avoir une majorité au lendemain de son élection. Est-ce qu'elle se suffit? On peut imaginer que vous vous accordiez avec... Ah non, mais attendez, non, mais il y a une chose qui est très claire. Si le président de la République demande le vote de confiance, nous ne voterons bien évidemment pas la confiance. Je ne suis pas sûr qu'il la demande. Et si un député LR vote la confiance? Non, mais aucun député LR ne votera la confiance à ce gouvernement. Mais je pense que la confiance ne sera pas demandée. Mais après tout, c'est à lui de prendre son risque. Il peut y avoir des situations où vous serez sur la même position que le RN et la NUPES. Non, mais on sera sur nos positions. Après, si d'autres les rejoignent, on verra. Mais nous serons sur notre ligne. On ne va pas se positionner par rapport à tel ou tel. On ne l'a jamais fait pendant cette campagne des législatives. On a conservé notre indépendance et notre solidité, qui nous a peut-être coûté cher, mais au moins on peut se regarder devant une glace. Si je comprends bien, vous allez vous servir de votre majorité au Sénat pour essayer de faire avancer les textes en votre faveur. Nous le ferons en lien étroit et nous l'avons évoqué là, avec nos collègues sénateurs qui étaient là, d'avoir des liens les plus étroits possibles pour préparer effectivement les textes ensemble. C'est bon? Merci à vous. Vous venez donc d'entendre le patron des LR, pas de pacte ni de coalition. Christophe Barbier, la ligne est assez claire. Oui, la ligne est claire. Ils auraient pu choisir le soutien avec participation, un pacte de gouvernance, le soutien sans participation. On regarde les textes, on verra bien. Là, c'est ni soutien ni participation. Alors, ce qui est proposé, c'est de travailler à des propositions de loi pure LR et de les mettre sur le tapis de la discussion, en lien avec le Sénat, où la droite a la majorité, pour essayer d'être non pas en compétition ou en concurrence frontale avec la majorité, mais presque comme dans un slalom parallèle. Il y aura les idées de la droite sur le pouvoir d'achat, par exemple, mais aussi la santé, l'éducation. Certains thèmes ont été listés. Et à côté, les projets de loi proposés par le gouvernement. Est-ce que ces droites parallèles pourront converger sans attendre l'infini et se retrouver sur un texte commun? C'est tout le bras de fer que inaugure aujourd'hui LR. LR n'est pas faiseur de roi, parce que faire une motion de censure avec le RN, avec LFI, ça ne sera pas simple pour eux. Mais LR se veut faiseur de loi. Et ça, on va voir dans les prochaines semaines, avec les textes prévus par le gouvernement, s'il y a une convergence législative, un plus petit dénominateur commun législatif qui peut être trouvé entre la majorité et cette opposition-là. LR veut rester digne, pas de pacte, pas de coalition, a dit Christian Jacob. Néanmoins, Amandine Atalaya, à l'épreuve des faits, on voit mal comment la droite républicaine pourrait rejeter, si tant est que la réforme des retraites puisse se faire, rejeter la retraite à 65 ans, par exemple. Oui, bien sûr. On verra. Alors, non seulement au cas par cas sur certains textes, il pourra y avoir parfois quelques voix chez les LR qui iront éventuellement à Emmanuel Macron. Et puis sur les retraites, dans le programme de Valérie Pécresse, il y avait en effet la même proposition que fait Emmanuel Macron de la retraite à 65 ans. Donc il serait logique qu'il y ait une certaine entente, une certaine cohérence sur cette réforme-là, en particulier avec un certain pouvoir pour les LR, pour essayer d'imposer aussi des conditions, des limites ou des idées au président de la République. Après, là, Christian Jacob fait un choix qui, en effet, est logique pour la survie de son parti. Parce que, d'une part, ils sont très peu nombreux au sein des LR, à part Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy, qui est l'ancien président, à avoir exprimé l'envie d'une coalition. Donc c'est vraiment une position très minoritaire dans ce parti. Et puis par ailleurs, c'est compliqué pour de nombreux députés d'aller expliquer à leurs électeurs, une fois élus sous les couleurs LR, qu'en fait, ils pourraient s'entendre avec le président de la République. Il y avait par exemple ce matin en plateau Annie Genevard qui disait « Moi, j'ai été élue face à quelqu'un d'ensemble ». Comment? À 72%. Comment vous voulez que je dise maintenant à mes électeurs, finalement, non, je vais voter pour Emmanuel Macron, voire je vais travailler avec lui. Ça n'aurait aucun sens. Donc c'est un parti qui va essayer laborieusement de se reconstruire dans une forme d'opposition responsable pour essayer, dans 5 ans, quand Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, d'avoir une chance d'exister, cette fois, à la présidentielle. Antoine Léaumont, vous y croyez? Pas de pacte, pas de coalition de la part de LR? Je sais pas, ils sont quand même raccords sur beaucoup de propositions. Vous avez parlé de la retraite à 65 ans. Bon, ça me semble un point de clivage entre eux et nous.
qui est assez évident. Nous la proposons à 60 ans. Là, on voit bien que sur ça, ils peuvent travailler ensemble. Maintenant, en fait, on est en train de redécouvrir qu'il existe une Assemblée nationale. L'inversion du calendrier entre la présidentielle et la législative a fait que pendant les 20 dernières années, on a eu l'impression qu'on élit un président, youpla boum, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, c'est une seule et même chose. Ben non, c'est pas le cas. Et je pense que c'est aussi une des forces de la nouvelle Union populaire dans cette élection-là, de l'avoir repolitisée en réalité, d'avoir remis sur le tapis cette question de la majorité à l'Assemblée nationale. Et là, finalement, pour faire passer des textes, quels que soient les textes qui passent finalement à l'Assemblée nationale, il va falloir composer avec les autres. Il va falloir réussir à, de temps en temps, accepter des amendements, de temps en temps, accepter des modifications. Et oui, c'est pas exactement comme on avait prévu initialement. Et au final, on redécouvre un peu ce travail collectif à l'Assemblée nationale. Et vous, justement, j'allais vous poser la question. Et vous, est-ce que si une clairement, proposition, par exemple, sur le pouvoir d'achat va dans le bon sens pour le portefeuille des Français, même si elle ne vient pas de chez vous, est-ce que vous seriez prêt à être constructif, c'est-à-dire à l'adopter? Nous, on a toujours travaillé de manière constructive. C'est ça qui me fait un peu rigoler quand M. Jacob parle d'opposition constructive. Nous, quand il y avait des propositions qui nous allaient, on les votait. À tel point même qu'il s'est passé des situations ubuesque à l'Assemblée nationale, où j'ai souvenir notamment d'une fois où Éric Coquerel, qui est un député de la France Insoumise, défendait une proposition qui était faite par LREM. Il disait, ça on est d'accord sur cet article ou cet amendement, je me souviens plus, on est d'accord avec vous. Les députés LREM votaient contre, parce que le député insoumis ayant dit qu'il allait voter pour, les autres votaient contre. Et alors le président de l'Assemblée nationale complètement perdu, en train de dire, mais vous êtes en train de voter contre votre propre texte. Bref, ce que je veux dire, c'est que nous, on a toujours travaillé de manière constructive et on continuera à le faire à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.